Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé 10. Ce soir, nous allons parler d'un sujet assez pointilleux. Nous allons parler du cancer de la prostate et bien sûr, pour vous en parler, des invités. Ce soir, nous allons essayer de répondre à certaines de vos interrogations. Pour le faire, eh bien, nous avons avec nous le professeur Blanchet Pascal, qui est chirurgien urologue. Bonsoir. Bonsoir Madame Zabarel. Merci à vous d'avoir trouvé un moment pour nous, pour les téléspectateurs de Canal 10 ce soir, pour cette émission spéciale sur le cancer de la prostate. Juste à côté de vous, Monsieur Raymond Otto, qui est sociologue anthropologue, et après quelques petites recherches, eh bien, on a trouvé que vous avez travaillé plus de 3 ans sur le sujet. On va en parler. Bonsoir, merci d'être là. Merci. Monsieur Ogoli Lubin, qui fait partie de la Ligue contre le cancer, ici en Guadeloupe. Bonsoir, Monsieur Ogoli. Bonsoir. Je crois que je suis autorisée aussi à dire que vous avez été malade et qu'on va pouvoir aussi en parler un petit peu. Bien sûr. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et puis je vais tout de suite me retourner vers le professeur Blanchet. On va commencer par expliquer aux téléspectateurs le rôle de l'urologue. Donc l'urologue est un médecin, mais c'est aussi un chirurgien. Et c'est un médecin qui s'intéresse principalement aux maladies de l'arbre urinaire, de l'appareil urinaire. Donc il soigne les reins, la vessie, la prostate chez les hommes, et il s'occupe de tous les problèmes urinaires que peuvent rencontrer les hommes et les femmes. À quel moment on va voir l'urologue et qui décide de ça ? Le médecin traitant peut conseiller à son patient d'aller voir l'urologue parce qu'une plainte a été enregistrée par le médecin, des symptômes, ou bien quelquefois les patients viennent d'eux-mêmes parce que touchés dans leur famille par une maladie, ils veulent vérifier auprès d'un spécialiste s'ils ne sont pas sujets à risque de développer une maladie urologique. Professeur Blanchet, si vous deviez ce soir nous expliquer ce que c'est que le cancer de la prostate avec des mots simples pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre, que nous diriez-vous ? Alors je vous dirais que tous les hommes ont une prostate d'abord, c'est important puisque certaines personnes peuvent penser que la prostate est une maladie. La prostate n'est pas une maladie. Nous avons tous une prostate et c'est un organe qui sert à enrichir le sperme. Donc c'est un organe de la fertilité. C'est important de savoir que c'est grâce à cet organe que nous pouvons avoir des enfants avec nos partenaires. Et puis, le cancer de la prostate, c'est une des maladies de la prostate. Il y a d'autres maladies, il y a les infections qui peuvent toucher la prostate. Il y a les adénomes de la prostate, ça veut dire quand la prostate s'hypertrophie sans que cela soit un cancer. Et puis la plus redoutée, voire la plus redoutable, c'est le cancer de la prostate. Alors là, c'est quand l'intérieur de la prostate se désorganise. C'est comme une maison après un tremblement de terre. C'est-à-dire que les cellules qui composent la prostate ne sont plus d'une bonne architecture, ce n'est plus une maison normale, tout est désorganisé, elles se reproduisent de façon anarchique, elles envahissent la prostate, au-delà de la prostate, elles envahissent notre corps et elles menacent notre vie. Mais justement, quels sont les symptômes ? Alors, les symptômes sont tardifs, c'est-à-dire lorsque justement c'est tellement désorganisé que c'est le corps entier qui a été envahi. Donc vous pouvez avoir de la fatigue, c'est assez banal, des douleurs musculaires et squelettiques dans tout votre corps. Vous pouvez avoir des blocages urinaires, des douleurs. Et donc ça traduit une maladie malheureusement évoluée. Alors que lorsque la maladie débute, elle ne donne aucun symptôme. Donc on est plutôt là dans une démarche préventive de dépistage. Est-ce que nous connaissons les causes du cancer de la prostate ? Pas vraiment. Bien que ce soit un cancer bien étudié, on sait qu'il y a
plus on avance en âge, plus on a un risque d'avoir un cancer de la prostate. On sait que si dans notre famille, on a beaucoup d'hommes qui ont eu un cancer de la prostate ou de femmes qui ont eu des cancers du sein ou de l'ovaire, on est plus à risque. On sait que suivant les populations, on a plus ou moins de risques. Il y a des populations asiatiques qui sont à plus faible risque, des populations européennes du sud ou du nord dans lesquelles le risque diffère, et puis d'autres populations dans lesquelles le risque est plus élevé. Vous avez un petit peu répondu à la prochaine question. Je dis bien un petit peu puisque la transition est toute faite. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a un âge pour être malade et avoir le cancer de la prostate? J'ai compris qu'il fallait avoir un âge avancé. Il faut plutôt avoir un âge avancé. L'âge moyen auquel le cancer de la prostate est diagnostiqué tourne à peu près entre 66 et 68 ans. Mais on peut l'avoir malheureusement beaucoup plus tôt. On peut aussi l'avoir bien sûr plus tard. Il faudrait faire évaluer sa prostate, comme les femmes vont faire évaluer chez le gynécologue le col de l'utérus ou auto-évaluer leur sein. Il faudrait aller faire une évaluation dans notre région, dans notre population qui est plus à risque. Il faudrait y aller entre 45 et 50 ans au plus tard. Il faudrait démarrer une évaluation pour avoir une base de départ. Comment diagnostique-t-on le cancer de la prostate? Alors par un faisceau de présomption. D'abord, il faut être examiné, ce fameux toucher rectal qui ne fait plus peur aujourd'hui, mais qui a tant fait parler de lui. Il demeure d'actualité. On doit aussi réaliser des dosages sanguins. Donc il y a un doseur, un marqueur imparfait, mais qui permet une approche de la vérité. Et aujourd'hui, on s'enrichit d'images. Et les images modernes que constituent le scanner et l'IRM, mais dans le cas de la prostate, surtout l'IRM, sont un apport considérable. Donc c'est avec ces trois choses, un examen clinique, un dosage sanguin, une image, qu'on peut évaluer le risque et savoir s'il faut aller plus loin. Parce que pour diagnostiquer quelque chose, il faut faire des biopsies. C'est la seule façon d'affirmer ou d'éliminer un cancer. On va revenir tout à l'heure, professeur Blanchet, puisqu'effectivement on a énormément de questions à vous poser ce soir. On veut parler de l'opération, on veut aussi revenir sur toute la partie sexuelle qui est parfois touchée. Mais juste avant, je vais me retourner vers Raymond Otto. Je vous l'ai dit, chers téléspectateurs, pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, Raymond Otto, sociologue, anthropologue, et qui a travaillé plus de 3 ans sur le sujet. Pourquoi avoir fait ce choix de travailler sur ce sujet? Alors, c'est pas vraiment un choix qui m'était dit. C'est-à-dire que j'ai rencontré la Ligue contre le cancer et j'ai rencontré surtout le docteur Dedemeaux qui était en charge de l'enquête qualité-vie cancer. Et c'est vrai que M. Ogoli pourrait l'attester, entre le moment où elle m'a posé la demande et le moment où j'ai accepté, c'est déroulé, je crois, entre 6 et 8 mois. Et même ça a correspondu avec le cancer de mes parents. Donc en fait, je me suis retrouvé à la fois en train de faire des interviews de personnes qui étaient malades sur cette question de la qualité de vie, de l'annonce jusqu'à 3 ans. Et de gérer en même temps une partie... Oui, mais ça c'était plus amusant. Oh, ouais. Oui, parce qu'en fait, généralement, lorsqu'on a un parent qui... on a tendance à charger ce parent-là de stress. Et le fait d'être à l'intérieur, le fait justement d'avoir des échanges et d'entendre, ça a été beaucoup plus simple à gérer émotionnellement. Puisque on a toujours peur, et on a toujours cette association, surtout que j'ai des parents qui sont déjà âgés, de cancer mort. C'est pour ça que je dis amusant, mais je vais expliquer pourquoi je dis ça. Mais par rapport à l'enquête, ce qui était intéressant, c'est de voir en fait qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qu'on a pu effectivement exploiter après l'annonce. Et je vais laisser le soin M. Ogoli d'en parler, puisque après la Ligue va mettre en place un certain nombre d'actions. Mais on s'est rendu aussi compte que le traitement du cancer ne correspondait pas forcément avec une réalité économique. C'est-à-dire il y a des hommes qui ont dû effectivement transformer leur activité économique. Parce que dans notre société, on a encore cette problématique, c'est que lorsqu'on annonce qu'on a un cancer de la prostate, vous êtes un peu stigmatisé dans les entreprises. On se dit, celui-là, on ne va pas très s'appuyer dessus.
Et ça entraîne quelquefois des formes d'isolat où les personnes se recluent sur elles-mêmes, alors qu'en fait, le traitement de la maladie, elle est réalisée, mais l'acceptation sociale est beaucoup plus dure. Et puis, en plus, il y a ce côté pudique que nous avons. Est-ce normal que le côté pudique de l'homme soit souvent un frein quand il s'agit d'échanger sur cette maladie-là, particulièrement? Les réponses sont venues des épouses. C'est pour ça que je disais que c'était amusant. Et je me souviendrai toujours de cette dame qui m'avait sorti une phrase magnifique que je répète régulièrement pour les étudiants. Elle dit « Je préfère savoir que je peux en avoir l'usage que de savoir que j'ai envie de l'exploiter et que ça ne fonctionne plus. » Donc en fait, elle a mis de la prévention pour son mari. Et lorsque le diagnostic est tombé, elle a accompagné son mari en lui disant écoute, si ce n'est plus possible, on va faire autrement. Mais ce que je dis là, je ne l'ai pas retrouvé dans toutes les situations. D'accord. Tout aussi pour le cancer du sein où quelquefois le partenaire a peur et s'en va. Pour la prostate, il arrive effectivement deux choses. La première, c'est qu'il n'y a que lorsque la personne a été opérée qu'elle sait au niveau de la famille que les autres hommes ont été opérés. Et là, les gens lui disent effectivement ah oui, c'est un tel qui t'a opéré. Ah non, super, il est très bon. Donc en fait, il y a toute une publication autour. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, socialement, on pense toujours, on pense pas à réparation. Pourtant, dans le protocole, il y a un sexologue. Et ça renvoie à la question chez nous, c'est quelles sont les références que nous utilisons dans le rapport au corps, de la sociologie au corps, puisque la vie n'est pas finie. Et ce n'est pas toutes les personnes qui ont été opérées qui ne recouvrent pas la fonction érectile. On va en parler justement tout à l'heure avec le professeur Blanchet. On va revenir avec vous, Monsieur Otto, tout à l'heure parce qu'on voudrait savoir actuellement, est-ce que cette mentalité a changé? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'on s'ouvre un peu plus? Est-ce qu'on en discute plus librement? Mais juste avant, Monsieur Ogoli Lubin, pour les rares personnes qui ne connaissent pas la Ligue contre le cancer, on va faire une petite présentation de la Ligue à nouveau. D'accord. Donc la Ligue contre le cancer, comme son nom l'indique, nous luttons contre la maladie. Donc notre première démarche, c'est d'abord la prévention. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes souvent dans les médias. Nous participons aux villages de santé pour de manière à éduquer la population de manière qu'ils savent comment appréhender un cancer. C'est notre première démarche. La deuxième démarche, c'est accompagner les malades dans les démarches administratives, sociales, etc., parce que vous savez, à partir du moment où quelqu'un a un cancer, sa vie change. Matériellement parlant, sa vie change. Et ensuite, permettre à toute la famille de profiter, que ce soit le sociologue, que ce soit le psychologue, de profiter justement de ces interventions, parce que nous avons remarqué, surtout en Guadeloupe, quand dans un foyer, vous avez un père, 50-60 ans qui a un cancer de la prostate, à la limite, l'épouse accepte ça, mais parfois il a des filles, des adolescentes, ce sont elles qui n'arrivent pas à supporter que le père soit atteint d'un cancer de la prostate. C'est la raison pour laquelle nous offrons l'accompagnement psychologique, que ce soit aux malades, à l'épouse et aux enfants. Alors, c'est vrai qu'on parle en général des cancers, puisqu'on a dit la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, nous parlons spécifiquement du cancer de la prostate. Quelles sont les actions, les différentes actions que la Ligue a déjà mis en place et mène pour informer et pour lutter justement contre tout ce qu'on vient de dire? Ça, déjà, nous faisons de la prévention au quotidien. Oui. La Ligue, c'est au quotidien, nous participons au village de santé. Souvent, nous faisons des conférences, nous demandons certains médecins, urologues, professeur Blanchet, qui est souvent, bien qu'il ait un emploi du temps très chargé, mais il arrive à trouver un trou pour être présent à certaines manifestations, parce que je crois que la partie la plus importante, c'est l'information. Il faut que les gens soient informés de manière à pouvoir accepter leur situation, leur nouvelle situation de vie. Et c'est le rôle de la Ligue, au départ. Alors nous avons compris que la Ligue travaille donc avec Monsieur Otto. Est-ce que parmi toutes les actions que vous menez, est-ce que vous vous êtes rendu compte que les actions menées justement pour parler du cancer de la prostate, est-ce que les hommes réagissent? Est-ce qu'ils viennent? Comment vous les sentez? Comment vous sentez par rapport aux autres actions menées? Dites-nous franchement, Monsieur Otto. Ce n'est pas facile
l'homme guadeloupéen, vous savez, vous connaissez un peu la mentalité. Ouais. Et je rigole parfois parce que même s'ils ne sont pas malades, mais le fait d'accompagner une épouse à l'aller qui a un cancer du sein, ils ne veulent pas que la population, un voisin, un ami, le voit franchir la porte. Donc il attend dans le parking au soleil dans sa voiture. Et ça. Non, c'est vrai, c'est impressionnant. Alors qu'il n'est pas malade. C'est incroyable, hein, Donc, c'est l'une des premières constatations. Ma deuxième constatation, j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'intervenir dans un foyer. Par exemple, le père a un cancer de la prostate, mais il y a une jeune fille adolescente, 17-18 ans, mais elle est aussi malade que l'épouse, que la maman. Oui. Alors, refuser d'aller à l'école, de se cloîtrer, c'est obligé d'aller dans la famille, accompagner d'un psychologue pour permettre à cette jeune fille de reprendre vie. Oui, c'est traumatisant. Alors, Monsieur Ogoli, vous avez été vous-même malade. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du début? Comment vous l'avez su? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et puis, surtout, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez envie de vous arrêter sur le sujet, on passe à autre chose. Non, je le dis parce que souvent, c'est particulier d'en parler. Hein. Donc, on peut à un moment ne plus avoir envie. Donc, ne vous inquiétez pas ici. Il n'y a pas de souci. On s'arrêtera quand vous le voulez. Enfin, mon parcours est assez particulier. Je sais pourquoi j'ai fait un petit pense-bête pour ne rien oublier. D'accord. Et février 2009, je suis âgé de 65 ans. D'accord. Je n'ai jamais été malade de ma vie, pas même un arrêt de travail dans ma carrière. D'accord. Je suis hospitalisé à Basse-Terre à la clinique Tyrolien pour une hernie inguinale. Alors, ok, pour une hernie. Inguinale. Okay, inguinale, d'accord. Le soir de l'opération vers 21h, j'ai fait une rétention d'urine. Je n'arrive pas à pisser. D'accord. Alors, les infirmiers m'ont dit, monsieur Ogoli, si je suis une femme, je vous aurais mis une sonde, mais l'urologue qui sont à la clinique, ils ne veulent pas que les femmes mettent de sonde pour les hommes. C'est trop délicat. Ils n'en veulent pas. Donc, le lendemain, je tiens toute la nuit, je souffre. Le lendemain, début de matinée, on me pose une sonde. Le médecin vient, l'urologue me pose une sonde urinaire. D'accord. Et le 12 mars, je repasse au bloc pour une intervention sur la prostate. Je ne suis pas mutilé, mais on procède à ce qu'on appelle vulgairement grattage. On nettoie bien la prostate et tout. Et le résidu est envoyé au laboratoire pour analyse. Mais jusqu'à l'instant, je ne pense pas à cancer. Quelques jours après le verdict tombe, adénocarcinome prostatique, score de Gleason 5. Donc, quand j'ai vu ça, mais en même temps, j'ai une grande satisfaction parce que je n'ai pas été mutilé, comme je l'ai dit. Je n'ai pas fait de radiothérapie, je n'ai pas fait de chimiothérapie, et je n'ai pas de problème d'érection. Je reprends ma vie normalement. D'accord. Et du coup, je ne sais pas, comme je suis très connu, je vois Vaquet voir Jacques-Henri, je dis, mais il faut prendre un homme comme Ogoli à la Ligue qui va nous aider. Je me retrouve à la Ligue de suite. Je n'étais même pas. Donc, fort de ces beaux résultats sous les conseils d'un ami médecin, je décide de renforcer mon immunité. Et à 3 reprises, sur 6 ans, je pars dans un centre de soins en Roumanie. D'accord. Sous ma poche. D'accord. Où tout est fait à base de plantes. Ouais, vous avez fait ce choix. Oui, parce qu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de radiothérapie. Et jusqu'à maintenant, je me porte très bien. À nous, ce qu'on voit, on voit un bel homme qui se porte bien, effectivement. Et voilà, nous en sommes ravis. Alors, par mesure de précaution quand même, comme je vais à Paris assez souvent, je suis allé à quoi, comme par hasard, justement, avant d'être malade, je passais souvent à Paris et je me faisais voir par le docteur Thune. Et quand j'ai vu Thune la dernière fois, il m'a dit, mais monsieur Ogoli, ce n'est même pas la peine de venir me voir, parce que j'ai un ami qui travaille avec moi, mais il voulait travailler aux Antilles, il a eu sa mutation, c'est le docteur Blachier, ce n'est même pas la peine de venir me voir, il fera du bon travail à la Guadeloupe. Et le voilà là depuis 20 ans. Oh, un peu plus. Un peu plus. Ouais. Alors moi, je ne vous raconterai même pas mon histoire avec le professeur Blanchet, parce que moi aussi j'ai une histoire. Ah oui. Donc moi je suis un cas assez particulier, comme je dis, de toute ma vie j'ai été végétalien, donc peut-être que ça m'a aussi aidé. Voilà, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas,
Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a quand même une bonne hygiène de Je vie. vis sobrement. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Il y a quand même une bonne hygiène de vie. Professeur Blanchet, qui a écouté avec attention ce que vous étiez en train de dire, qui a souri parfois, qui a secoué la tête pour dire c'est tellement vrai quand on a parlé, par exemple, des messieurs qui restent dans leur voiture, qui n'ont même pas envie de descendre pour qu'on puisse les voir. Moi, je propose qu'on revienne dans un court instant et qu'on parle vraiment de la partie sexualité par rapport à cette maladie. On va marquer une courte pause. Ce soir, dans votre émission Santé 10, nous parlons du cancer de la prostate. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, nous avons avec nous le professeur Blanchet Pascal, chirurgien urologue, monsieur Otto Raymond, sociologue anthropologue, et monsieur Ogoli Lubin, qui est membre de la Ligue contre le cancer et qui lui-même a été malade et nous a expliqué un petit peu son parcours. Professeur Blanchet, je voudrais qu'on parle de la sexualité. Alors, est-ce que c'est ce point qui rend tellement pudiques les hommes, qui empêche nos hommes de parler librement de leur maladie? Est-ce que systématiquement, quand on a un problème de prostate, on a forcément un problème sexuel, un problème d'érection? J'aimerais bien que vous puissiez nous aiguiller là-dessus. Alors d'abord, moi je trouve que la parole se libère. Je suis présent ici depuis plus de 20 ans et comme vous l'avez rappelé, les hommes sont pudiques, en parlent peu, et puis prostate pour eux voulait toujours dire problème sexuel. Mais aujourd'hui, je me retrouve face à des hommes plus libérés, encouragés souvent par leurs épouses qui les accompagnent et dont la parole est beaucoup plus libre. La prostate n'est pas l'organe qui fait bander les hommes, c'est uniquement un organe qui participe à la fertilité de l'homme. Mais effectivement, autour de la prostate, il y a des cellules vasculaires, des cellules nerveuses qui, elles, aident les hommes à avoir des érections. Donc, la prostate est proche des lieux d'érection pour l'homme. Pour autant, est-ce que lorsqu'on a une intervention ou une maladie dans la prostate, est-ce qu'on a forcément des troubles sexuels? Non. On peut très bien avoir d'abord des tas de maladies bénignes dans la prostate qui n'entraînent pas de troubles sexuels. Et puis ensuite, pour ce qui est du cancer de la prostate, notre sujet ce soir, eh bien, ça n'est pas forcément suivi après le traitement quel qu'il soit. Il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, il y a d'autres formes de traitement, il y a des médicaments pour les formes les plus avancées. Ça n'est pas forcément synonyme de perte de sexualité. Donc il y a toute une dédramatisation, toute une approche à faire avec les patients pour qu'ils ne perdent pas confiance dans cette sexualité. Ce qui est sûr, c'est que lorsque un problème survient dans la prostate, c'est aussi souvent à un moment où l'âge avance. Et donc il peut y avoir le problème de la prostate et peuvent survenir des problèmes de sexualité dus à l'âge. Alors quand les deux se cumulent, ça peut être plus difficile. Est-ce qu'on peut guérir du cancer Est-ce qu'on guérit du cancer de la prostate? Oui, on peut souvent guérir du cancer de la prostate. Aujourd'hui, on détecte les cancers de la prostate à des stades localisés où le cancer n'a pas quitté la prostate et où il est donc accessible à un traitement qui guérit. Donc beaucoup d'hommes aujourd'hui guérissent complètement du cancer de la prostate. Et pour les formes de cancer avancées, celles qui ont déjà dépassé la prostate, qui sont parties dans les ganglions, qui sont parties dans le squelette, eh bien, depuis quelques années, de nouveaux médicaments sont apparus qui transforment le cancer de la prostate. C'est-à-dire que ça devient un peu comme une maladie chronique, comme un diabète, comme une hypertension, qu'on peut accompagner longtemps. On ne le guérira plus quand il est très avancé, mais on peut le stabiliser pendant très très longtemps en gardant une bonne qualité de vie. Très bien. À quel moment, puisque effectivement dans certains cas, il arrive un moment où on doit se diriger vers la chirurgie, on doit se faire opérer, comment ça se passe, l'opération? Alors donc, je voudrais juste rappeler, en répondant à votre question aussi, qu'il n'y a pas que la chirurgie, qu'on peut traiter aussi les cancers de la prostate localisés par des radiothérapies, qu'on peut les traiter quelquefois par d'autres formes, des ultrasons,
des grains radioactifs. Mais majoritairement, effectivement, on peut recourir à la chirurgie. Dans quelle situation? Quand le cancer est bien localisé dans la prostate, quand il débute donc, mais quand il est agressif. Donc à ce moment-là, on sait qu'on ne peut pas différer le traitement parce qu'il présente, ce cancer, des particularités agressives. Et donc là, souvent, l'acte chirurgical, dans ce cancer comme dans d'autres cancers, est un bon moyen de traitement. Quelquefois, il doit être combiné avec d'autres choses. Quelquefois, il est le seul traitement nécessaire pour emmener des patients vers la guérison. Si on devait parler de conseils de prévention, professeur Blanchet, qu'aimeriez-vous dire à toutes ces personnes qui nous regardent ce soir? Alors pour la prévention, il n'y a pas grand-chose de prouvé. En particulier, il n'y a pas de médicaments à prendre au long cours qui vous garantissent de ne pas avoir un cancer de la prostate. Il n'y a pas vraiment d'alimentation. On dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de plantes, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes sont réputés pour nous protéger, mais il n'y a rien de bien concret. Il faut garder les idées simples. Elles ont été rappelées par M. Ogoli il y a quelques instants, c'est-à-dire manger sainement. Les fameux fruits et légumes qui nous protègent contre les maladies cardiovasculaires, eh bien, ils nous protègent aussi contre les cancers. Avoir une activité physique, ne pas faire d'excès alimentaires ou des excès, le tabac, l'alcool. Et avec ça, on se protège de la survenue des maladies cancéreuses, dont le cancer de la prostate. Mais on ne peut pas tout empêcher. Je vois souvent des patients qui viennent me voir et qui me disent « Mais docteur, j'ai eu une vie exemplaire, homme fidèle, hygiène de vie parfaite, fruits et légumes, couché à 20h, levé avec le soleil, et malgré tout j'ai un cancer de la prostate, c'est injuste. » Je leur réponds que on ne peut pas se protéger de tout et que la vie qu'ils ont menée les a sûrement protégés de bien des choses, mais qu'on n'est pas, on avance en âge et voilà, on peut encore aujourd'hui, en 2020, avoir des maladies. Peut-être que tout ça disparaîtra dans quelques années. On n'aura plus de maladies du tout. C'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Vous savez que cette émission, c'est une émission où on répond aussi à quelques questions de nos téléspectateurs. On a Charlie de Saint-François qui demande si le toucher rectal est-il l'examen le plus sûr pour détecter le cancer de la prostate? Alors oui, examen redouté, mais quand même assez banalisé aujourd'hui. Les hommes me semblent en avoir moins peur. Il fait partie de la panoplie. Et aujourd'hui encore, c'est vrai pour l'examen de la prostate, c'est vrai pour toute la médecine. Un patient, on doit l'interroger, on doit l'examiner. Et le toucher rectal reste indispensable pour bien évaluer une prostate, mais seul, il n'est rien. Il doit être combiné à un dosage sanguin. Et puis, si on a une suspicion de quelque chose, combiné à une radio qu'on appelle une IRM de la prostate. Et avec ces trois-là, le toucher rectal, le dosage sanguin et la radio, on peut approcher la vérité de la prostate. Très bien. On a Christine de Pointe-Noire qui demande à Monsieur Otto, pourrait-il nous dire si dans les recherches, il a trouvé si le côté réservé face à cette maladie était uniquement chez les Antillais ou chez les hommes de manière générale? On a eu des gens du bassin caribéen et aussi des Européens dans l'étude. Donc la réserve, c'est plutôt par rapport au fait d'exposer sa nudité par les termes. Mais une fois que la confiance est établie, les hommes sont aussi prolixes en verbe que les femmes. Après, l'une des difficultés, ce qu'on est en train de dire, c'est le regard de la société qu'il faut qu'on fasse évoluer, et d'où pourquoi la prévention maintenant s'accorde à travailler sur les jeunes hommes pour leur expliquer, vu la vie d'aujourd'hui avec beaucoup plus de toxines et autres, que en fait la survenance de la maladie peut être beaucoup plus rapide. Souvent les gens associent la prostate avec les pannes érectiles et on dit souvent les deux ne sont pas forcément compatibles, qu'il faut voir effectivement un médecin pour ça. Et on a toutes ces petites problématiques qui... parce que tout simplement dans notre société,
et dans la société de manière générale, contrairement à ce qui est fait pour les femmes qui, dès les premières menstruations, sont suivies par un gynéco, les hommes ne se font jamais suivre. Et on le voit, il faut que le bras tombe pour que l'homme puisse partir voir le médecin pour dire effectivement qu'il a quelque chose. Donc, ce qui fait que le suivi santé et la cartographie santé d'un homme est beaucoup plus complexe à réaliser parce qu'en fait, souvent, on saute. Alors maintenant, il y a les jeunes générations où, même lorsqu'il y a un petit bouton sur la main, ils vont voir le praticien. Donc, on a une nouvelle génération d'hommes qui sont très, très, très portés sur le bien-être de leur corps. Donc, ça rééquilibre les choses. Donc, on ne peut qu'être content de voir qu'en fait, que les choses évoluent. Gérard de Vieux-Fort demande à M. Ogoli la Ligue, où se situe la Ligue, où exactement, et quels sont les jours et horaires d'accueil, et puis comment on doit faire pour entrer en contact avec la Ligue. Merci. Donc, notre siège se trouve exactement au Pont-Michel, à Pointe-à-Pitre. Malheureusement, à cause du Covid, nous n'avons pas pu ouvrir l'antenne de Basse-Terre. Nous avons le local, mais on a pris du retard. Donc, s'il veut, il peut nous appeler au 0590 21 63 deux fois aux heures de bureau et il sera le bienvenu. Très bien. Il y a un numéro de téléphone, M. Ogoli? Oui, 0590 21 63 deux fois. Ils peuvent nous appeler. On a un personnel permanent. Et à ce moment-là, ils prennent rendez-vous. Alors moi, je vais ajouter à ce qui a été dit tout à l'heure par le Dr Blanchet, en question de raison pratique, certes le toucher rectal, mais moi, je vais ajouter un toucher rectal de préférence fait par un neurologue. Je me permets de le dire. Très bien. Parce que l'avantage de l'urologue, c'est qu'il en fait tous les jours. Donc, il a une pratique que le général, du coup, n'a pas. Donc, j'ajoute en tant que livre, toucher rectal fait autant qu'on fait se fait par un neurologue. Voilà. Très bien. Très bien, Monsieur Ogoli. François Xavier de Villeneuve-Saint-Georges demande au docteur, docteur, une personne qui a subi l'opération peut-elle retrouver une sexualité normale par la suite? Oui. J'ai pas dit toutes les personnes, mais la question est bien de savoir si certains patients peuvent retrouver une vie sexuelle normale après. C'est exactement ce qui est écrit. Voilà, parce que donc certaines opérations permettent de conserver les fameux tissus qui sont autour de la prostate dont je vous ai parlé. Et donc le patient peut, après cette intervention, plus ou moins rapidement, quelquefois rapidement, retrouver l'intégralité de sa capacité érectile. Ce qu'il ne retrouvera pas, c'est la capacité de faire des enfants. Parce que la sortie des spermatozoïdes est fermée, si je peux dire, et donc il ne pourra plus faire d'enfants, mais il ne verra plus de sperme sortir au moment de la jouissance, mais il aura une jouissance. Quelques-uns, même, par les plus fréquents, trouvent que leur jouissance est renforcée lorsqu'ils n'ont plus la prostate. C'est assez étonnant, mais ils ne sont pas rares, ceux qui me signalent, mais docteur, c'est plus fort qu'avant. Voilà. Ça marche. Voilà. On a Géraldine de Saint-Martin, d'ailleurs, qui demande au docteur quels sont les facteurs de risque du cancer de la prostate. Alors, je l'ai un petit peu rappelé tout à l'heure. D'abord, l'âge. Ensuite, les antécédents dans la famille. Ensuite, une origine plus ou moins lointaine africaine. La population noire de la Caraïbe, la communauté noire des États-Unis sont des populations particulièrement exposées au cancer de la prostate. À cela s'ajoute, comme tous les cancers qui sont un mélange de génétique et d'environnement, s'ajoutent des facteurs de risque surajoutés, et on en a un assez particulier dans les Antilles. C'est un pesticide qui a été utilisé de la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 90, qu'on appelle la chlordécone, qui était utilisé dans la culture de la banane pour tuer le charançon de la banane, et qui est un pesticide qui reste très longtemps dans l'organisme, qui a des facteurs qui ressemblent à des hormones particulières, et donc qui est un facteur de risque supplémentaire. Alors, je n'ai pas dit que tous les cancers de la prostate en Guadeloupe et en Martinique étaient expliqués par le chlordécone, mais un certain nombre d'entre eux sont des cancers qui ont directement un lien avec la chlordécone.
ce qui justifie qu'on ait les moyens de mieux soigner et que ce sujet soit bien pris en compte par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, Monsieur Raymond Otto, aujourd'hui, c'est important que cette partie information, prévention puisse démarrer chez nos jeunes. Oui, c'est intéressant effectivement de mettre cet accent-là, parce qu'en fait, la vulgarisation permet effectivement de faire baisser le taux de stress. Et singulièrement, on a des maladies chroniques associées, et souvent, lorsqu'on parle d'anthropologie de l'alimentation et tout, lorsqu'on veut sensibiliser les garçons, parce que les garçons sont assez retors, mais dès lors qu'on parle du frétillant, on a toute leur attention. Parce qu'effectivement, dans cette société-là, le coït a son importance, et un peu moins l'érotisme. Alors, tout à l'heure, tu disais quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lorsque survient la maladie qu'on se questionne sur son rapport à la sexualité, au rapport au corps. Et oui, beaucoup d'hommes, lors des entretiens, disaient qu'effectivement, s'ils avaient su, ils se seraient opérés avant. Et je leur dis non, ça s'appelle quand même un cancer. Mais le sentiment de recouvrir son corps et d'être à l'écoute de son corps, c'est pas quelque chose qui est naturel chez les hommes, puisque depuis petit, on vous inscrit dans la performance. D'ailleurs, madame, vous savez pertinemment que vous nous jugez sur notre capacité à être performant. Donc, lorsque survient, elle n'a pas pu venir celle-là. Lorsque survient la maladie, c'est vrai que le patient a deux problématiques à résoudre. Aller mieux, mais c'est surtout rester dans ce qu''a connu sa compagne ou son épouse. Et c'est vrai que ça les préoccupe. Lorsqu'il n'y a pas possibilité de recouvrer naturellement les fonctions érectiles, il reste encore effectivement, j'allais dire, un plan B, que sont l'approche médicamenteuse, les injections. Et c'est dans le protocole, il y a un sexologue qui explique tout ça. Donc en fait, les gens sont vraiment bien accompagnés. Même si nous n'avions pas la culture il y a une dizaine d'années du sexologue, aujourd'hui, ce professionnel rentre progressivement dans notre train de vie et fait beaucoup de médiation, parce qu'en fait, la question de la sexualité, c'est quand même la question de la communication des corps. Monsieur Ogoli, vous nous l'avez dit, hein, pendant cette période où vous avez été malade, vous n'avez pas eu, vous, de problème à ce niveau-là, mais est-ce que ça vous a inquiété l'instant de moment? Est-ce que vous en avez parlé librement avec votre compagne? Comment ça s'est passé? J'ai même pas pensé, parce que je n'ai jamais eu de temps mort. D'accord. Oui, parce que la manière dont le professeur a compris ma démarche, je ne m'attendais pas à ça. Donc, je n'ai pas subi de l'ablation. Ouais, on m'a fait ce qu'on appelle un grattage de la prostate bien nettoyé. Et par la suite, je suis parti ailleurs pour vraiment me reconstituer, me remettre en forme. À trois reprises. Voilà. Mais ce que je dis quand même aux jeunes, tout dépend de l'hygiène de vie. Concernant le cancer, que ce soit le cancer, notamment le cancer de la prostate, tout dépend de l'hygiène de vie. Pas d'alcool, pas de tabac. Et manger le moins de viande possible. Je ne dis pas de ne pas en manger, mais il faut quand même lever le pied. Parce que pourquoi? Lorsque nous étions petits, il y a 50 ans, on mangeait de la viande, il n'y avait pas de frigidaire ici, on mangeait de la viande que le dimanche. Et le morceau qui restait, c'est que pour papa aille au travail le lendemain. Oui. Maintenant, je ne peux pas manger sans viande. Donc nous sommes devenus des carnivores, on mange de la viande 7 jours sur 7, midi et soir. Donc on s'affaiblit. Voilà. Il faut revenir quand même à ce fonctionnement voilà, quand même qu'on avait auparavant, voilà, l'équilibre du corps, oui. où on s'alimentait mieux, où on avait une hygiène de vie et hygiène alimentaire, mais hygiène de vie tout court. Vous savez qu'on arrive à la fin de l'émission, ça y est. Ça passe vite. L'heure est passée. L'heure est passée. Je suis très contente parce que ça veut dire que vous... on ne s'est pas ennuyé. On ne s'est pas ennuyé. Et j'espère surtout que vous êtes satisfaits, chers téléspectateurs. On a le temps de faire un petit tour de table, parce que je pense que vous avez des choses à dire à toutes ces personnes qui nous regardent ce soir, et particulièrement nos téléspectateurs hommes. Monsieur Ogoli? En conclusion, je dirais à tous les hommes qui nous écoutent et toutes les familles de ne pas hésiter de venir nous voir à la lutte contre le cancer. Nous avons des choses à leur proposer avant, pendant et après la maladie.
Voilà. Ils pourront tout savoir et ils n'auront rien à payer. Nous savons ce qu'il faut pour les aider, pour les accompagner. Monsieur Goli, merci à vous pour votre présence ce soir. Je profite d'ailleurs pour saluer toute l'équipe de la Ligue. Monsieur Arconte, le président qui nous regarde ce soir, qui a envoyé un petit message pour saluer le travail que vous faites ce soir. Et encore merci. Monsieur Raymond Otto. S'il fallait rappeler quelque chose, c'est que à la Ligue contre le cancer, la discrétion est maintenue. Parce que peu de gens ont su que j'avais fait cette étude-là, parce que les gens que j'ai rencontrés, j'aurais garanti de l'intimité des entretiens. Et même si ça a été des entretiens qui nous ont beaucoup apporté en termes d'humilité, puisque les gens se rendaient compte qu'en fait, cette société guadeloupéenne pouvait être très excluante, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde de la famille, et qu'il y avait un travail de démocratisation et d'information à faire, ce que la Ligue a commencé, et donc de ne pas hésiter à pousser la porte, de vraiment venir. Merci d'être venu et puis au plaisir de se retrouver ici pour l'émission Santé 10, professeur Blanchet. Alors on voit encore malheureusement, moins qu'avant, mais on voit encore des hommes arriver tardivement, consultés alors qu'ils ont une maladie très avancée, qu'on ne guérira plus, qu'on accompagnera, je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, et ça fait toujours beaucoup de peine, et je voudrais encourager tous les hommes à faire ce que les femmes font. Monsieur Otto l'a rappelé tout à l'heure, elles sont évaluées régulièrement pour le col de l'utérus, pour le sein, et à encourager les hommes, suivant les antécédents qu'il y a dans leur famille, vers 45 ans, vers 50 ans, à faire une évaluation de la prostate. Voilà, aller se faire examiner, aller vérifier par quelqu'un un bilan biologique, que tout va bien, faire un check-up de la prostate pour savoir sur quelle base on part et à quel intervalle, quel rythme il faudra la surveiller. Est-ce qu'on est vraiment à peu de risque d'avoir une maladie grave de la prostate un jour, ou est-ce qu'on a au contraire un risque réel qui amène à proposer une surveillance plus rapprochée? Voilà, que les hommes se fassent évaluer la prostate. Je crois que c'est de plus en plus fréquent, mais peut-être pas encore tout à fait assez suffisant. Merci, professeur Blanchet, merci beaucoup. Je l'ai dit en début d'émission, j'ai fait une petite parenthèse sur le planning relativement chargé que vous avez, et je voudrais vous dire merci pour ce côté accessible, parce que malgré tout, j'ai pas eu de mal à échanger avec vous et à vous avoir ce soir à l'émission, alors que l'emploi du temps était très chargé, et j'en suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Heureusement, les médecins doivent rester accessibles, ou alors c'est ils ne foutu, remplissent plus leur mission. C'est foutu. Merci messieurs. Merci à nos deux réalisateurs ce soir, Zébris et Jordan. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être au rendez-vous chaque jeudi de 20h à 21h pour votre émission Santé 10. Moi, en qui prend plaisir et tous les autres, j'ai du prochain. Même lait, même télé, Zoja Connect.